Bonjour à tous. Je vais faire un petit peu une courte introduction à cette présentation qui sera effectuée principalement par Pierre-Yves Burgy et Hugues Cazot. En fait, si on refait un petit peu l'histoire, le 12 mars de l'an passé, on était ici au Conseil décanal de la Fac de Sciences pour présenter le projet de loi Infrastructures et services numériques pour la recherche. Donc c'était en gros il y a un peu plus d'un an. Et là, aujourd'hui, on est content parce qu'en fait, on commence à livrer, à avoir les premiers livrables par rapport à ce projet de loi. Donc aujourd'hui, ça va être en particulier la présentation de la nouvelle solution d'archivage des données de la recherche IARETA. Ça, c'est un des éléments. Donc le projet de loi, il comporte 3 volets. L'aspect préservation des données à long terme, qui va être l'objet de la séance aujourd'hui. Il y a l'aspect également calcul haute performance, sur lequel aussi on a progressé, puisqu'avec Jean-Luc Falcon, je ne sais pas, je l'ai aperçu tout à l'heure, il est là, Yann et Lucas, en fait, on avait lancé un appel d'offres pour étendre le cluster de calcul à mettre un nouveau dans le labo de l'astronomie à Sauverny. Donc on vient d'adjudiquer le marché lundi passé. Pour la partie Active Data Management, qui est un autre volet du projet de loi, on progresse également puisqu'on a fait aussi un appel d'offres, date limite de réponse ce soir, pour renouveler le lecteur de bande qu'il y a aujourd'hui à Biotech et pour permettre d'offrir du stockage sur bande, notamment via IARETA, c'est un autre élément. Dans la partie Active Data Management aussi, et même dans les autres éléments, on a voulu aussi travailler sur la base de l'input de communauté, donc de faire des réunions avec les chercheurs, des réunions thématiques. Et hier, il y a eu un truc assez intéressant. On avait organisé une séance sur le numérique dans les humanités. Alors, ça ne concerne peut-être pas trop le public aujourd'hui, mais on a eu quand même une 50aine de personnes à Dufour, avec des conférences le matin, des ateliers où les chercheurs pouvaient venir poser des questions, que ce soit sur des DMP, sur la préservation à long terme, sur la sécurité, pour les aider dans leur projet de recherche. Donc c'est aussi une des dimensions du projet de loi, c'est également le conseil aux chercheurs. Donc voilà, comment ça va se passer maintenant. Donc il y a une première présentation qui va être faite par Pierre-Yves sur les enjeux de la préservation des données à long terme. Ensuite, il va y avoir Hugues Cazot qui va présenter et faire une démonstration de la solution IARETA qui ouvre donc officiellement aujourd'hui. Et ensuite, la séance, il y aura des questions. Et après, on pourra discuter à l'occasion d'un apéritif qui doit être quelque part à gauche, là, au hall en sortant. Donc, on devrait, vers 13h15, on devrait terminer. Et par rapport à l'organisation, je voudrais remercier aussi Caroline Willem, Constance Meller du service de communication et Lydie et Chernier qui ont organisé cette journée. Voilà. Donc je passe la parole à Pierre. Bonjour à tous. Donc je réitère les remerciements effectivement envers ces personnes qui ont rendu possible cet événement IARETA de ce jour. Je remarque en fait que je suis déjà dans les couleurs de la faculté des sciences, mais je vous donnerai une autre explication tout à l'heure pourquoi nous sommes habillés en vert, Hugues et moi. Vous allez comprendre. Donc effectivement, avant de passer à la démonstration de IARETA, j'aimerais introduire un peu le contexte, comment IARETA est venu et quels sont les enjeux autour de ça. Donc tout d'abord, dans le contexte général, il faut voir qu'on a démarré le projet déjà en 2015 dans le contexte de Swiss University, du programme qui s'appelait à ce moment-là QSP2 et qui est maintenant le P5, pendant lequel, donc depuis 2015 jusqu'à 2018, juillet 2018, il y a eu une phase 1 du projet qu'on appelle DLCM, pour Data Lifecycle Management, où les grandes universités de Suisse et les écoles polytechniques, les deux, et PFL et ETH, ont contribué à ce projet que j'ai dirigé pendant toutes ces années. Ce qui est ressorti de cette phase 1 du projet DLCM, vous le voyez ici, donc on a travaillé sur la problématique des Data Management Plans, qui aujourd'hui sont devenus des services offerts à la communauté des chercheurs, aussi bien à l'Université de Genève qu'à l'EPFL, qu'à l'ETH. Donc,
de ce point de vue-là, c'est un succès. Nous avons aussi eu l'occasion de travailler sur les politiques institutionnelles. Donc, nous avons contribué à aider un peu à la rédaction de la politique institutionnelle pour la gestion des données de recherche de l'Université de Genève. Donc, ça, c'était aussi un milestone intéressant. Il y a eu un premier prototype de mise en place dans ce qu'on appelle un coordination desk national qui est offert aux chercheurs de toute la Suisse qui auraient une question en data management et au travers duquel ils peuvent être mis en contact avec des experts dans les différentes institutions suisses. Et finalement, et pas des moindres, nous avons développé le premier prototype de Yareta, si vous voulez bien. C'est en fait toute la technologie et l'infrastructure qu'on appelle back-end a été développée pendant cette phase-là. Au même titre que, par exemple, OpenBIS, vous avez peut-être entendu parler de l'ETHZ, qui est un Laboratory Information Management System, qui va bientôt sortir aussi comme service suisse. Eh bien, nous, donc, il faisait partie de l'équipe du projet et l'équipe de Genève s'est concentrée sur le développement d'une solution d'archivage long terme qu'aujourd'hui on a nommée Yareta pour le canton de Genève. Le DLCM, le projet continue. Nous avons maintenant débuté la phase 2 depuis le début de l'année. Et nous appelons cette phase 2 du prototype au service. C'est-à-dire que tout ce qu'on a développé comme prototype, on veut le mettre maintenant en service aux chercheurs. Dans cette phase 2, il est important pour nous qu'on s'associe à des data centers. Donc, on est en contact avec Switch, que certainement vous connaissez, qui sont le fournisseur de toute l'informatique des universités, mais aussi le CSCS à Lugano, qui est le centre de calcul national, qui a une capacité de stockage importante, ainsi que le CERN, avec qui je suis en contact pour ces questions de stockage et d'expertise dans le transfert de données à grand volume. Nous essayons aussi de faire des partenariats avec des solutions. Donc, nous avons en particulier, donc j'ai cité OpenBIS comme LIMS, Laboratory Information Management System, mais aussi nous avons établi un contrat avec DotPhoton, qui est une start-up de l'Université de Genève, de la section de physique, qui a une solution de compression des images qui est très très intéressante, puisqu'ils arrivent à un taux de 5 à 10 comme taux de compression, avec une qualité remarquable. Il y a d'autres projets qui sont cités avec qui on veut collaborer. Et puis, d'un autre côté, il y a ce Coordination Desk qui prend de l'ampleur, qui passe aussi du prototype au service, donc qui est développé par Basma, ici présente, et qui pourra vous en dire plus si vous voulez tout à l'heure, pendant la pause. Et puis, Holos, en fait, c'est la solution d'archivage national. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de Yareta, mais ce qu'il faut voir, c'est que Yareta est une solution qui est disponible pour le canton de Genève, donc je vais vous dire pourquoi aussi, alors que Holos, c'est la solution qui est disponible pour toute la Suisse au niveau national. Juste un petit rappel que par rapport au DLCM, pourquoi Data Lifecycle Management, la gestion des données de recherche, c'est tout un cycle de vie, c'est pas juste de l'archivage ou de la captation de données, mais c'est du processing, c'est effectivement de la préservation, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi la réutilisation et selon un cycle en fait, puisque ce que vous pourriez mettre à disposition au travers de Yareta peut être réutilisé par d'autres chercheurs qui vont compléter les données, les processer et éventuellement les archiver à nouveau. Donc c'est vraiment un cycle de vie. Juste une petite carte pour vous citer d'une manière exhaustive les différents partenaires du projet DLCM, de la phase 1 et de la phase 2. Donc vous voyez qu'on est assez bien représenté au niveau de la Suisse. Et par rapport au Coordination Desk, c'est intéressant parce qu'on a, un pool d'experts de ces différentes institutions qui sont là et qui peuvent répondre à des questions. Alors j'arrive effectivement au contexte qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le projet de loi 12146, qui a débuté donc l'année passée et qui va se poursuivre jusqu'en 2022. Donc comme l'a dit Thierry tout à l'heure, il y a 3 volets. Donc le premier c'est le HPC, le calcul haute performance. Donc nous allons livrer un Baobab 2.0.
Donc le Baobab actuel va disparaître, il va être remplacé par le 2.0 plus comment dire, performant. Il y a le volet Active Data Management qui aujourd'hui utilise le NAS, donc le réseau de disques que vous avez en principe l'habitude d'utiliser. Et puis le Long Term Preservation que nous avons nommé Yareta, et d'où la couleur verte, parce qu'en fait Yareta est une plante dans les Andes qui vit plusieurs milliers d'années. Alors j'avais réfléchi à un nom effectivement de service, puisqu'on a commencé avec Baobab, je voulais rester dans la thématique des arbres, et donc je suis tombé sur cette plante qui est millénaire, et on espère qu'on pourra offrir un service aussi longtemps que cette plante. Voilà. Je pense que c'est intéressant de s'arrêter un moment sur cette slide, parce qu'il y a souvent une confusion par rapport au backup et à l'archivage. Pour la plupart des utilisateurs en informatique, le backup, c'est de l'archivage. Eh bien non, ce n'est pas de l'archivage. Pourquoi ? Eh bien, c'est ça que je vous explique dans ce schéma. Il y a une grande différence lorsque vous parlez de backup et effectivement quand vous faites de la préservation long terme. Le backup est typiquement incrémental, donc ce sont des incréments par rapport à ce que vous sauvez de votre espace disque, par exemple. Vous ne sauvez pas tout chaque fois, mais c'est par incrément. Ça, c'est une première chose. C'est donc basé sur le principe des photographies de votre état actuel, de votre système. Et puis, en principe, c'est maintenu sur une période de temps qui est assez courte. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais guère plus longtemps. Donc, il y a un cycle vraiment de renouvellement du backup. D'autre part, vous ne pouvez pas chercher l'information dedans. Vous n'avez pas la possibilité d'aller mettre un mot-clé et de retrouver votre information dedans. Et puis, en général, c'est compact. Il est très difficile d'aller accéder à un fichier particulier. Ça prend du temps. Enfin, c'est assez compliqué. L'archivage, c'est très différent. D'abord, c'est ce qu'on appelle warm. Vous écrivez une fois, write once, and read many times. Donc, c'est un système, une fois que c'est écrit, une fois que l'information est écrite, elle ne bouge plus. Donc, elle est immuable. C'est auditable, c'est-à-dire toutes les opérations qui ont été effectuées pendant le cycle d'archivage sont auditées. Donc, ça, c'est très important aussi pour des questions de sécurité. Ça suit un cycle qui peut aller, on parle de curation par exemple, à un moment donné les formats deviennent obsolètes, alors c'est le rôle de l'archive de mettre à jour dans les bons formats, de manière à ce que ça puisse être compris dans le temps. C'est auto-décrit, c'est-à-dire que normalement vous avez toute l'information dans l'archive qui permet d'interpréter les données, ce qui n'est pas le cas du backup, clairement. Et ça, effectivement, après, il y a des limites. À un moment donné, il faut s'arrêter parce que ça prend du temps de tout décrire. Mais il y a un minimum qu'on exige, qu'on vous présentera tout à l'heure. Et puis, il y a la notion d'intégrité des données que vous n'avez pas dans le backup. Je vous cite un exemple. Au CERN, comme ils ont des volumes monstrueux de backup, ils ne sont plus dans le pétabyte, ils sont dans l'hectabyte. Eh bien, ils observent qu'ils ont une érosion de l'ordre de 1% de l'information par an, donc qui disparaît. Mais c'est acceptable, apparemment. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas d'intégrité des données. Et d'autre part, ils ont le souci de ce qu'ils appellent la corruption silencieuse. Ce sont les systèmes RAID, qui sont normalement là pour donner de la redondance à l'information, qui ont des bugs. Et il est impossible de savoir qu'une fois que vous avez écrit, l'information a été perdue. Parce que le système RAID, qui est là pour vous dire que tout est bien, il va vous dire tout est bien. Et donc, vous avez perdu l'information, vous ne le savez pas. Donc, tout ça pour dire que en fait, le système Yareta que nous avons construit aujourd'hui se base sur cette couche de backup, sur cette redondance, sur du S3. Donc, le S3, c'est le protocole Amazon, où en fait, quand vous écrivez sur du S3, aujourd'hui, enfin, dans le futur, d'ici une année à l'Université de Genève, quand on l'aura, il y aura une réplication sur 3 sites, donc c'est une super redondance, mais ce n'est pas de l'archivage. Par contre, nous, on l'utilise, c'est très important pour nous d'avoir cette infrastructure pour se baser dessus. Et comme vous pouvez le voir, il y a une couche en dessus qu'on appelle une couche logique, qui est là pour préserver l'information sur le très long terme. Donc voilà, j'espère que je vous aurai convaincu que ce n'est pas pareil, il faut oublier le backup pour la préservation long terme.
Alors évidemment, l'archivage a des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors, dans les avantages, on peut citer que d'une part, vous êtes en accord avec le Fonds national, par exemple, par rapport à ces demandes de mettre les données dans un espace qu'on appelle FAIR, c'est-à-dire Findable, Accessible, Interoperable et Reusable, donc, ce qui est le cas de IARETA. Donc là, vous êtes compliant avec le FNS et d'autres agences, d'autres providers de fonds. Il est aussi reconnu que en mettant à disposition vos données, vous augmentez l'impact de vos publications. Il y a eu des études là-dessus qui montrent qu'il y a un effet positif là-dessus. Ça permet aussi d'avoir peut-être plus de réseautage avec d'autres chercheurs, pas seulement dans vos disciplines, mais peut-être de créer des nouvelles collaborations par la visibilité en fait, de vos travaux. Et précisément, il y a aussi cette transparence des résultats qui est intéressante aussi pour la reproducibilité des résultats. Alors c'est vrai qu'on reconnaît que ça prend du temps. Et il y a souvent peu de reconnaissance de la part de l'institution par rapport à cet effort. Disons, vous avez plus de reconnaissance par rapport aux publications que tout ce travail qui est dépensé sur les données. Et puis, il y a aussi cette crainte que finalement, une fois que vous avez mis à disposition vos données, ça va être mal utilisé, on ne va pas vous citer, etc. Donc ça, c'est vrai, il peut y avoir une perte de contrôle. Mais il y a aussi des mécanismes. Nous, on a mis en place dans IARETA des embargos, c'est-à-dire que pendant une année, vous pouvez dire mes données sont privées et au bout d'une année, elles deviennent en open access. Donc ça, c'est les mécanismes qu'on a mis en place. Et puis pour l'aspect chronophage, on a fait en sorte que le dépôt des données soit le plus simple possible et le plus rapide possible. Donc ça, on le verra tout à l'heure dans la démonstration. Donc vraiment, on est conscient de ces problèmes et on essaie vraiment de travailler avec vous pour les rendre le moins possible problématiques. Alors pourquoi IARETA? Parce que vous me direz, bon, il y a Xenodo, il y en a d'autres, il y a Figshare, etc. Oui, mais au niveau suisse, il n'y a rien. Au niveau de l'Université de Genève, on n'a rien non plus. Et puis, on se voit plus comme une alternative à Xenodo. Et d'ailleurs, on n'est pas contre Xenodo, mais on travaille avec Xenodo. C'est-à-dire qu'on a des rencontres maintenant régulières avec l'équipe Xenodo et on aimerait que nos deux systèmes puissent se parler. Donc ça, c'est en cours. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a quand même des avantages d'avoir une solution suisse parce que finalement, Xenodo, c'est un projet européen et quand il n'y aura plus de fonds européens, a priori, Xenodo, ils vont se concentrer sur le CERN. Ce n'est pas leur mission de sauvegarder vos données sur le long terme. Vous pouvez aller voir d'ailleurs dans les règlements de Xenodo, c'est clairement indiqué. Donc, nous, ce qu'on offre avec IARETA, c'est qu'on vous offre plusieurs copies, au minimum 2 copies, dans 2 endroits distincts, géographiquement distincts. La préservation long terme devient notre responsabilité, celle de l'institution. Nous acceptons tout type de format, donc on ne met aucune restriction sur le format. Par contre, on les qualifie, c'est-à-dire qu'il y a un système d'étoiles. Si vous avez un format qui est bien pour la préservation long terme, vous aurez 3 étoiles. Et puis sinon, si c'est votre propre format que vous avez défini, bon, on l'accepte, mais vous n'aurez aucune étoile. Mais c'est juste pour vous dire que, attention, dans 10 ans, 20 ans, peut-être plus personne ne pourra relire vos données. Aussi, un point important, c'est qu'on essaie de s'intégrer au maximum avec vos instruments de laboratoire. Donc, il y a vraiment, un service de proximité. Ce n'est pas comme Xenodo, vous déposez vos données, ces IP, et c'est fini. Nous, on essaie d'aller beaucoup plus loin, d'aller jusqu'à donc vraiment travailler avec vous pour faciliter ce passage de votre laboratoire à l'archivage. Alors, on est open par défaut parce que c'est ce que demande le Fonds national. Mais par contre, il y a des cas où il faut effectivement mettre des embargos ou peut-être carrément fermer parce que c'est des données sensibles. À ce moment-là, on offre les mécanismes pour le faire. On délivre évidemment les DOI, ça c'est un service de base, c'est-à-dire que quand vous soumettez une publication, l'éditeur, la première chose qu'il va vous demander, c'est le DOI. Donc vous pouvez l'avoir au moment du dépôt, on va vous expliquer tout ça tout à l'heure.
Donc c'est une préallocation du DOI ou vous pouvez l'obtenir à la fin. Toujours est-il que pour les reviewers, vous pouvez déjà donner le DOI très tôt et en général ça leur suffit. Voilà, et puis bon, actuellement on est en discussion sur le modèle de coût. Ce qu'on peut garantir aujourd'hui, c'est que jusqu'à 50 GB, c'est gratuit, ça c'est sûr. Au-delà, c'est en discussion au rectorat, donc on en saura plus après l'été. Et pour l'instant, on ne peut pas vous donner plus d'informations par rapport à ça. Alors, les prochaines étapes. Aujourd'hui, le portail que vous allez voir, que Hugues va vous présenter, c'est un portail qu'on juge personnellement comme minimaliste. Il permet de faire toutes les opérations d'archivage, donc tout le cycle de vie. Par contre, l'ergonomie n'est pas terrible. Donc il faudrait peut-être indulgent dans un premier temps. Je suis peut-être un peu sévère, mais... voilà. Donc il n'est pas si mal, voilà. Mais il va être mieux. Donc l'équipe de Hugues travaille dessus. Ils ont commencé ce mois à développer une version beaucoup plus moderne et plus responsive, on va dire. Quelque chose aussi qui nous tient à cœur, c'est de mettre à disposition un serveur d'image J3F. Alors ça semble un peu technique, mais en fait, tous ceux qui font de l'imagerie, aussi dans les humanités numériques, utilisent beaucoup ce format I3F. Et nous allons l'intégrer à IARETA, normalement l'année prochaine. Et puis, dans tous les cas, on propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'intégrer à votre labo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins spécifiques, à contacter notre équipe et on regarde comment on peut s'intégrer à vos outils. Ça, c'est vraiment un service qui est important pour nous. Donc, tout ça pour dire que je peux que vous conseiller de déposer vos données dès aujourd'hui. Et pour ce faire, je laisse Hugues qui va vous expliquer comment faire. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter alors la solution dans un côté utilisation. Et je ne vais pas aborder les problématiques d'architecture technique, mais je ferai plaisir de discuter avec vous de ces sujets-là après à l'apéritif. Ou bien vous pouvez aussi consulter, nous avons mis notre poster que nous avons fait ces derniers temps et qu'on présente à de nombreuses conférences et qui explique tous ces sujets-là. Donc, vous allez avoir besoin de sauvegarder vos données de recherche à partir du moment où vous allez publier. Donc, la démarche, entre guillemets, administrative, c'est déjà de nous contacter pour demander un espace de stockage. Donc, on a prévu de pouvoir faire un formulaire. Alors, pour les membres de l'université, il faut passer par le système de CAD habituel. Et pour les chercheurs du canton qui ne sont pas à l'université, il y a un formulaire à remplir. Ça nous permet de vérifier en fait la provenance et vous donner l'accès. Et surtout, d'un point de vue opérationnel, ça nous permet je vais vous montrer plus tard, de déléguer un droit d'administration pour autoriser une personne dans votre équipe à donner des droits à d'autres personnes. Pour plus d'efficacité. Après, comme l'a dit Pierre-Yves, il y a des possibilités de demander des devis ou des conseils aussi, ou plus s'il y a besoin de conseils d'intégration. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, donc un peu le research journée, on appellerait ça. C'est d'abord une phase initiale de demander un espace de stockage, après de définir qui peut mettre les données, donc ce n'est pas automatiquement le chercheur, on peut déléguer ça à un membre de son équipe. Après, il y a la partie vraiment upload de données. Donc là, vous allez le voir dans la démonstration, il y a avoir plusieurs manières de faire, et je pense que ce n'est pas exhaustif ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que les fonctions qui sont offertes par le portail actuel. Mais sachez que dans l'architecture, tout ce qui est démontré aujourd'hui est ouvert par des API, ce qu'on appelle RESTful, donc des web services qui sont potentiellement intégrables avec n'importe quel système. Mais ça, c'est plus technique, donc je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Et une fois que le processus de soumission est complet et validé, il y a la soumission vraiment qui déclenche l'archivage et qui va permettre de répondre à tout ce que vous a expliqué Pierre-Yves pour créer l'archive. Et à partir de là, les données sont partageables et accessibles par un DOI ou recherchables. Donc,
Voilà. Donc ça, quand vous allez sur la page Yareta, vous arrivez sur cette home page dans laquelle vous avez les liens sur le projet DLCM, qui est la technologie qui est derrière le service Yareta. Et vous avez la possibilité de faire la demande d'espace. Et puis, il y a l'accès au portail qui a une ergonomie fonctionnelle, on va dire. et de toute façon, on est partisan d'améliorer ça. Et on est dans la démarche de développer un nouveau portail, et donc avec une user experience assez interactive. Et donc, si vous souhaitez être un peu des utilisateurs pilotes, on serait preneur toujours pour... Voilà. Donc à partir de là, vous avez le portail initial. Donc quand vous n'êtes pas connecté, vous avez la possibilité d'accéder à la fonctionnalité de recherche qui est la partie partage des données. Je viendrai ça plus tard. Donc vous connectez avec votre login UnigE. Donc là, j'ai fait un test au préalable, donc j'ai pas la mire de login, mais vous avez la mire de login habituelle quand vous vous connectez à un service d'université. Et à partir de là, vous avez accès à un peu plus de menus habituels. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'unité organisationnelle. Donc c'est une notion logique qui permet de créer l'espace de stockage. Donc cet espace de stockage, il peut être, alors c'est à votre libre arbitre et libre choix de choisir si c'est au niveau de votre groupe de recherche, au niveau de votre département, au niveau de votre laboratoire, au niveau de la faculté. Enfin, il peut y en avoir plusieurs aussi. Et c'est ce qui va permettre de donner des accès à d'autres utilisateurs. Donc la première création, c'est mon équipe qui se chargeons de faire ça, et on délègue une personne dans votre équipe pour le faire. C'est ce qu'on appelle être manager de l'entité. Et à partir de là, on peut accéder et voir qui a accès. Donc c'est des membres de mon équipe, et on peut, on voit par exemple, Pierre-Yves fait pas partie non, c'est volontaire. En fait. Donc l'idée, c'est donc il y a une interface d'administration dont l'ergonomie pourrait être améliorée, comme on l'a dit, qui permet d'ajouter une personne qui s'est au préalablement loguée. Donc il y a une première démarche, c'est qu'on ne crée pas les utilisateurs, les utilisateurs se créent automatiquement une fois qu'ils se connectent. Et après, ils arrivent à un portail où ils ont accès à aucune organisationnelle, à aucun espace de stockage. Par contre, ils ont l'accès à la fonctionnalité de recherche, sans être logués. Donc là, on donne accès à la personne que l'on veut et on lui donne un rôle. Bon, il y a même des jeunes, c'est bien. Il faut commencer très, très tôt. L'archivage, c'est un très bon... Généralement, c'est la dernière roue du carrosse, mais moi, j'essaye de promouvoir les approches. Donc, il y a le manager qui est une personne qui a une autorité. On délègue en fait l'administration de l'espace de stockage à cette personne-là, mais il y a aussi d'autres rôles. Donc, vous pourrez voir dans les documentations, dans l'information qu'on va vous donner. Donc, il y a le créateur, c'est celui qui permet de déposer des données. L'approuveur, c'est si vous avez mis une étape de validation des données. Et puis, le steward, c'est ce qu'on l'a appelé steward, c'est plutôt dans d'autres termes, c'est un data curator. C'est plutôt un archiviste qui est là pour pouvoir valider les archives, au point de vue archivistique. Et le visiteur, c'est un rôle particulier pour les données qui sont restreintes d'accès. Voilà, donc ça, c'est une étape administrative que vous allez faire peut-être au début de temps en temps, mais une fois que le groupe est constitué, ce n'est pas une opération qui est faite souvent. La partie plutôt importante, c'est le dépôt de données. Donc là, alors je ne sais pas dans la salle s'il y a beaucoup de francophones ou d'anglophones, donc c'est un commentaire. Donc l'interface aujourd'hui est en français et en anglais. Donc généralement, moi je travaille plutôt en anglais parce que dans la terminologie, on génère plutôt des données en anglais, je pense, dans les publications. Donc vous avez le choix, en tout cas, de choisir l'interface par la petite option là. Donc, ils arrivaient sur l'espace vraiment de soumission de données. Donc, ici, vous avez des onglets dans lesquels vous voyez l'état en cours de de dépôt. Donc, ici, dans l'espace DLCM, qui est pour notre équipe, où on a mis des données archivées, on a déjà archivé 3 dépôts, en fait, qui permettent, qui sont les logos, par exemple, de la première phase du projet. Donc, on a archivé, il y a notamment les auteurs, donc on va le voir plus tard, on peut définir des choses, et on peut voir les données qu'il y avait. Donc là, c'est vraiment la partie dépôt. Voilà, alors comment on fait ça interactivement?
Donc, la première chose à faire, c'est de créer un dépôt ou un déposit qui est une enveloppe de soumission. Donc, c'est dans les principes de l'archivage. Donc, nous, on respecte un modèle qui s'appelle OAIS. C'est une norme ISO qui permet de définir un peu les processus et les concepts, en fait, de ce qu'est un système d'archivage électronique. Donc, par exemple, je vous invite aussi à prendre en partant. On a fait des brochures pour cet événement. Donc, je vous propose de les archiver. Voilà. Donc, voilà, je vais les appeler DLCM brochures. Donc, on donne un titre. Donc, habituellement, les petites étoiles rouges sont les champs obligatoires. Donc, c'est ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure. On a essayé de minimiser l'effort de saisie de métadonnées. Mais il en faut un minimum. Et le minimum qu'on a choisi, c'est le minimum que vous auriez à saisir si jamais vous voulez créer un DOI dans un autre système. C'est-à-dire qu'en fait, on respecte les métadonnées qu'on demande qui sont obligatoires, c'est celles qui s'appellent datasite. Vous pouvez aller voir, c'est public et c'est ce qui est demandé quand on va publier un DOI. Donc en fait, on a le même niveau d'exigence pour l'archivage que pour un DOI. Donc en fait, c'est le minimum qu'on puisse faire. Alors il y a des champs qui sont obligatoires dans ce schéma. Donc il y a le titre, voilà. Alors, voilà, donc voilà, donc l'idée, comme disait Pierre-Yves, c'est de documenter au mieux. Alors, voilà. Ou event. Voilà, donc de mettre des descriptions de quand ça va être publié, donc c'est aujourd'hui. Après, ce qui est très obligatoire aussi, c'est qui a participé à ce dataset, en fait. Donc là, vous avez des facilités, donc il est quand même très fonctionnel, donc je peux m'associer directement à la personne qui est loguée. Vous pouvez aussi ajouter une personne qui est déjà connue dans le système, donc voilà, donc Lydie par exemple. Et si jamais la personne n'est pas connue dans le système, on peut la créer ici en créant une personne qui n'est pas automatiquement authentifiée, qui reste dans le système. Ce qui permet de vraiment remplir ces métadonnées de manière le plus simple possible. Donc je vous invite à être le plus exhaustif et notamment à saisir, c'est pas obligatoire, mais votre ArcID en tant que chercheur, c'est un bon moyen de régler à terme les problématiques d'homonyme ou de nom. Voilà. Et après, vous avez des informations qui sont dépendantes de DataSite. Donc là, c'est vraiment un formulaire minimaliste. Je vais surtout insister sur le niveau d'accès. Donc, comme l'a dit Pierre-Yves, il y a 3 niveaux qu'on a définis dans le système. Donc, le public, c'est ce qui correspond au final à de l'open access. D'accord ? Après, il y a le restreint. Donc là, on peut dire que c'est limité aux gens qui ont accès à cet espace de stockage. Et vous pouvez aussi définir un embargo. Voilà. Donc ça, c'est très similaire à ce que, si vous avez l'habitude de soumettre des thèses dans l'archive ouverte, c'est la même mécanique. Et puis, vous avez le mode encore plus restrictif qui est fermé, c'est-à-dire que là, il faut demander l'accès explicitement et ce n'est pas accessible. Donc, je vous propose de faire plutôt du public. Et dans le cas du public, si vous validez le dépôt, vous allez potentiellement avoir des erreurs si jamais vous avez des champs manquants. Là, je me suis rendu compte que il y a une licence par défaut qui s'est mise. Donc, on a une configuration du système qui permet de définir une licence par défaut parce qu'il y a un requirement dans notre système, c'est qu'à partir du moment où on met de l'open access, la licence est obligatoire pour définir comment on diffuse. Donc là, aujourd'hui, donc ça, c'est de la partie administrative du système. On a une liste qui est sûrement pas exhaustive, mais ça, si jamais la licence qui vous convient par rapport au dataset n'est pas dans cette liste, je vous invite à nous contacter, on la définira. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'utiliser celle-ci, d'après Pierre-Yves, on a vu ce matin. Voilà, donc on peut modifier, tant qu'on n'a pas soumis des données, on peut modifier ces données-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment créer une enveloppe de dépôt, une demande de soumission d'archives. Et après, vous avez d'autres onglets qui sont les files et AIP. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur les files. Et les AIP, ça sera dans une prochaine session. Je vous propose que c'est une utilisation avancée, c'est pour faire des archives d'archives, en fait. Voilà, on en parlera. Donc là, vous avez dans l'onglet File, vous pouvez donc remonter vos données. Donc, vous avez plusieurs modes. Donc, il y a
le mode fichier par fichier. Donc vous avez la possibilité de sélectionner par exemple des fichiers qui correspondent à votre dataset. Donc là, j'ai chargé sur l'ordinateur le jeu de démo. Donc je vais prendre par exemple ces 2 fichiers-là. Et on a la possibilité après de spécifier, donc on a défini des types de données qu'on a appelé data category, data type, qui correspondent aux grands principes, au type de données de recherche que vous avez. Donc c'est des catégories qui sont assez reconnues dans le milieu de la digital preservation. Voilà. Donc vous avez la nécessité de le remplir, sinon il y a les valeurs par défaut. Et donc là, comme ça, vous allez uploader en fait vos données dans le système. Voilà. Donc ça, c'est fichier par fichier. Après, vous avez la possibilité, je ne sais pas si vous avez vu, qu'il y a une arborescence dans votre dataset. Donc là, on voit qu'il y a un répertoire. Donc là, on peut sélectionner tout ce répertoire et dire, voilà, en fait, ça va aller dans le fichier qui est nommé sur le disque SRC, mais on pourrait l'appeler source, et le choix c'est au choix. Et là, ça va permettre de reproduire une arborescence de vos datasets. Donc si vous avez des arborescences complexes, ça sera préservé dans l'archive. Donc ça veut dire qu'après, quand vous allez réutiliser, elles seront persistées. Voilà. Et donc là, vous avez la possibilité, vous voyez après l'état de... Ça va, vous voyez au fond, c'est pas trop petit. Voilà. Ici, vous voyez l'état des documents. Donc ici, on voit par exemple, il y a un petit i, c'est là où on essaye d'être le plus facile d'accès pour vous. Donc là, vous uploadez des données, il n'y a pas de restriction sur les typologies. Par contre, il y a tout un travail qui est fait lors de l'ingestion, en fait. L'ingestion, c'est un terme archivistique. On va vérifier le type de fichier réellement. On utilise des outils derrière qui permettent de déterminer le vrai type de données qu'il y a. Donc, ce n'est pas basé uniquement sur l'extension du fichier, hein. C'est vraiment sur le contenu. Et si jamais l'information PUID, donc ça c'est un terme très archivistique, ça veut dire Pronoun Unique Identify, c'est une référence des archives anglaises, UK, qui permet de pointer sur le format officiellement reconnu dans le monde de la digital preservation. Voilà. Donc on a des outils derrière qui permettent de déterminer ce format-là. On voit que c'est du PDFA. Et donc, on a configuré le système pour classifier ces types de données avec ce qu'on a appelé des étoiles, un niveau de compliance qui permet de dire si ce format il est pérenne ou bon pour l'archivage ou pas. Donc, en fonction de cette classification, identification et classification, on est capable de donner des étoiles ou pas, ce qui va nous permettre, après, sur une longue durée, de pouvoir imaginer des processus de migration de formats de données. Et ça, c'est le travail qui est fait par la solution. Il y a aussi donc on utilise, alors si vous êtes intéressé, on utilise un outil on utilise aussi que des outils open source. C'est un des points importants dans la solution. Donc notamment FITS, c'est un outil qui est développé par Harvard, qui est un agrégat d'outils, d'autres outils, notamment peut-être qui sont plus connus, qui sont Jove, Droid. C'est des outils qui permettent d'identifier les formats de données, de fichiers. Voilà. Et puis on a intégré aussi un serveur, un antivirus pour garantir, vu que ça s'est ouvert à l'extérieur, pour garantir de ne pas rentrer un fichier corrompu. Donc voilà. Et là, dans un souci d'autodescription, comme disait Pierre-Yves, on a tout qui est audité et logué derrière, en fait. Donc on voit qu'on a la version de la version de l'antivirus qui est tournée, la version de l'outil qui est tournée, et après on peut... Là, on montre une information assez simple, mais derrière, il y a beaucoup d'informations qui va nous permettre d'adresser le travail de préservation. Voilà. Et on voit la classification. Donc ici, c'est un PDF plus standard. Donc, il ne fait pas partie des formats qu'on estime bons pour la préservation. Donc, voilà. Par contre, il a bien été identifié comme le format avec le mot-clé FMT17. Et vous avez les informations qui sont notées dans un registre centralisé par les archives nationales anglaises. Voilà. Donc, ça c'est le mode fichier par fichier. Donc, ça, vous pouvez constituer... Après, vous avez un mode... aussi qui est plus simple, c'est-à-dire que vous pouvez créer un zip. Alors, je vais créer un autre dépôt par souci de démonstration que je n'archiverai pas.
Donc, qui est, parce que ça peut être fastidieux si jamais vous avez beaucoup de fichiers. Donc l'idée, c'est de créer un fichier zip avec la structure, votre structure, et le uploader en une seule fois. Donc toujours dans un souci de... Donc là, je vais voir si j'ai préparé les deux. Là, je suis déjà moins documenté parce que c'est juste pour vous démontrer les possibilités du portail. Et donc, c'est la même démarche. Ça peut être aussi incrémental, hein, vous pouvez avoir. Et donc, en fait, vous devez classifier vos données et après, voilà, trouver. Alors, moi, je vais prendre un autre exemple qui est prêt. Par exemple, celui-là, ici. Par exemple, j'ai un fichier zip qui en fait englobe la structure, peu importe ce qu'elle a. Je le remonte en une fois et derrière, le serveur Yareta, il va éclater le zip et il va faire le travail que je vous ai montré individuellement de manière background. Donc là, tout ça, c'est des web services qui peuvent être appelés. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des... Quand on affiche la liste, on voit qu'il y a des data files qui ne sont pas encore prêts parce qu'en fait, c'est traité en background et ça permet d'avoir une bonne scalabilité de processing et de ne pas bloquer l'upload. Et donc, en fait, il suffit d'attendre un petit peu et vous pouvez contrôler comme ça la structure. Et donc là, on voit que la structure est préservée. On voit qu'il y a 2 sous-répertoires avec un fichier avec des fontes et des fichiers, des thèmes PowerPoint. Donc on voit que ça a bien conservé la structure. Après, d'un point de vue opérationnel, s'il y en avait vraiment beaucoup, vous avez aussi ce qu'on appelle la flat view, ou la vue à plat, qui permet d'avoir en fait la liste de tous les fichiers sans avoir la vue structure. Et on peut, par exemple, vérifier qu'il n'y ait pas de fichier en erreur. Il pourrait y avoir un problème technique. Voilà. Ça permet de vérifier. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les capacités que offre le portail aujourd'hui pour uploader les données. Après, il y a des limites. On a mis des limites à 500 mégas en upload. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas uploader des fichiers plus gros que 500 mégas aujourd'hui à la fois. Donc, si vous avez plusieurs fichiers de 500 mégas, ça passera, mais il faut les uploader à la fois. Et si vous avez vraiment des plus gros volumes, on a des outils qui sont plus batch. Et là, c'est une intégration plus spécifique et qui n'est pas encore dans le portail. Et ça, on peut le faire, on l'a déjà fait. Il faut nous contacter pour pouvoir le faire. Voilà. Donc on imagine notamment une interaction avec le NAS académique, de pouvoir avoir un crawler qui va parser votre NAS académique et charger directement. C'est le use case standard. Et on imagine aussi avoir d'autres fonctionnalités en utilisant des protocoles du CERN pour des gros volumes. Voilà. Mais ça, c'est un peu le futur. Voilà. Donc voilà, donc l'effort de soumission, c'est ça. Après, notamment dans donc si je reprends... Après, là, les données ne sont pas archivées, elles sont en mode c'est une espèce de pré-archive. Donc, voilà, par exemple, donc là, c'est l'archive on peut s'être trompé, donc on peut aussi supprimer les données, et ça va supprimer le dépôt. Là, il n'y a pas eu d'archivage. Après, il y a la notion, donc l'important, c'est de pouvoir aussi avoir un DOI. Donc, il y a l'aspect DOI. Donc, vous pouvez avoir aussi un besoin urgent d'avoir un DOI parce que vous devez soumettre votre publication chez un éditeur. Et donc, là, on a la fonctionnalité qu'on appelle réserve DOI qui permet d'assigner déjà le DOI avant d'avoir soumis l'archivage. Voilà. Donc là, ça va assigner un DOI. Voilà. Donc c'est un DOI que vous pouvez déjà mentionner dans votre publication avant que l'archivage soit fait. La seule chose qu'il faut garantir, c'est de ne pas détruire ce dépôt et le resoumettre. Il faut vraiment le soumettre. Voilà. Donc ça vous permet d'avancer dans votre recherche sans avoir fait l'archivage complet si jamais vous avez besoin de restructurer votre dataset. Voilà. Donc ça peut être partageable dans votre publication. Une fois que vous avez fini ce travail-là, le travail de soumission est plus ou moins fini. Il faut valider votre dépôt qui va déclencher vraiment le processus d'archivage. Et là, c'est un processus automatique. Donc après, quand vous allez demander un espace de stockage, vous avez 2 options aujourd'hui. Donc il y a la possibilité d'avoir une étape de contrôle avant la soumission. C'est à votre choix quand vous demandez l'ouverture de l'espace.
Voilà. Après, on pourrait avoir un mode plus hybride ou avoir le choix d'avoir le choix. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Voilà. Donc, à partir de là, je déclenche, je valide le dépôt. Dans cet espace de stockage, il n'y a pas de validation, donc il va déclencher le processus d'archivage. Et là, Yareta va prendre les données, va les structurer dans un format, au format d'une archive qui est auto-descriptive et l'archiver et la répliquer sur les 2 sites qu'on a définis aujourd'hui. Donc le processus d'archivage s'arrête là. Voilà. Et donc là, normalement, pendant que vous pouvez contrôler, à partir du moment où vous avez le statut completed, ça veut dire que Yareta a pris possession en fait, de l'archive et le travail est fini de soumission. Voilà. Et donc comme ça, vous pouvez faire ça autant de dépôts que vous le souhaitez. Vous pouvez structurer votre dataset d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à consulter soit les personnes de la DIS, soit nous pour travailler sur ça. C'est complètement libre à vous de structurer vos datasets. Donc on peut imaginer d'avoir des datasets qui sont très volumineux ou des petits datasets et d'avoir après une archive d'archives, ce qui permet de regrouper dans une seule archive plusieurs datasets. C'est à votre libre choix. Voilà. Donc ça, c'est la soumission. Je suis bon au niveau de temps. Ouais. Et donc maintenant, comment accéder donc là, c'est plutôt là où l'interface est minimaliste. C'est plutôt sur la partie accès parce qu'on a mis le focus par des soucis de priorité sur le back-end, les API et la soumission pour avoir les données. Après, sur l'Access, on a... Donc ici, sur l'Access, vous avez la fonctionnalité de recherche qui est disponible sans être logué. Donc en fait, vous pouvez... Ici, on a... Donc en fait, derrière, dans le back-end de Yareta, il y a une indexation des métadonnées qui sont faites. Et les métadonnées datasite, elles sont publiques. Que vous ayez fait un dataset restrictif ou clos, quoi qu'il arrive, les métadonnées datasite, elles sont publiques. Donc vous avez la possibilité de chercher, alors je ne sais pas si, j'espère que ça a marché, brochure, voilà, brochure, il retrouve le terme. Après, il y a déjà eu un groupe de recherche qui travaille en physique, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents de laser, Lightning Rod, ils ont déjà soumis un dataset, donc ça c'est un vrai dataset. Donc on peut accéder en faisant des recherches, on peut avoir des recherches aussi. Par exemple, on peut mettre des choses... Bon, là, il n'y a pas beaucoup de données dans l'environnement de prod. J'ai préféré faire une démonstration sur l'environnement de prod que sur un espace de démo. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeux de données, mais vous pouvez imaginer chercher, de faire des recherches un peu plus avancées, du genre comme ça, avec le nom de l'auteur. Ça, c'est moi. Et normalement, on devrait trouver la même personne. Voilà. Okay. Et donc, à partir du moment où vous avez fait cette recherche, vous avez un résultat et vous pouvez aller consulter en fait les métadonnées qui sont publiques. Donc, vous retrouvez le DOI, vous retrouvez la description qui a été mise dans le texte. Vous avez la date de dépôt et vous avez aussi la rétention. Donc la rétention, c'est le système d'archivage. On définit des politiques d'archivage et là, donc par défaut, c'est 10 ans. Et donc jusqu'à cette période-là, il est impossible de détruire par le système l'archive. Elle est conservée jusqu'à... Au moment où la rétention arrivera, on va déclencher des processus de préservation où c'est là où le steward que j'ai mentionné tout à l'heure fera office de pouvoir revoir si l'archive doit être détruite ou pas. Et on peut imaginer d'étendre la durée de rétention ou de conservation plus longtemps si c'est nécessaire. Et si jamais il y a une suppression, on va supprimer les données, mais garder, entre guillemets, ce qu'on appellerait une pierre tombale, une tombstone, pour marquer qu'il y avait une archive là et qu'elle a été détruite à cette date-là. Voilà, donc ça, c'est les métadonnées qui sont publiques, qui sont partagées avec le DOI. Donc si vous accédez par doi.org avec cet identifiant DOI, vous arrivez sur cette page-là, en fait. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a un délai, comme on vient de le soumettre, ça sera disponible demain, en fait. Il y a un système d'harvesting qui est quotidien. Voilà. Par contre, on peut imaginer que vous avez besoin de télécharger ces archives. Alors aujourd'hui, le portail, il supporte pas un téléchargement si vous n'êtes pas logué.
parce que ça sera possible pour les archives publiques dans un futur proche, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé en fait, de se connecter en fait, pour pouvoir en fait, télécharger. Donc, je vais vous faire la simulation. Voilà. Donc là, ici, on pourrait imaginer d'avoir plus d'archives. On pourrait sélectionner les archives et on crée un espèce d'ordre de téléchargement, parce que potentiellement, les archives peuvent être grosses, donc ce n'est pas tout disponible. Donc, on déclenche un processus d'archivage et qui permet après ici de voir en fait, voilà, un espèce, on a pris l'esprit du e-commerce, de travailler, d'avoir un espèce de shopping list. Donc vous choisissez les archives et après vous pouvez en télécharger une par une, ou bien vous pouvez faire récupérer un zip avec plusieurs archives dedans. En fait, c'est au choix. Et donc, une fois que vous avez fait votre shopping list, vous créez vraiment l'ordre de téléchargement. Et là, il y a un processus qui est vraiment, voilà, qui va être amélioré dans le futur portail, mais qui est compliant avec le système ISO auquel on souhaite, qui est de pouvoir faire une demande, de la soumettre et d'avoir les données. Voilà. Et donc là, voilà. Donc là, l'archive a été téléchargée. Alors pourquoi télécharger? C'est qu'en fait, derrière, il n'y a pas qu'un seul serveur, hein, il y a plusieurs serveurs, donc potentiellement. Et là, quand vous téléchargez les données, vous avez en fait un DIP, donc ça, c'est le terme de l'archivage. C'est-à-dire, c'est un Dissemination Information, c'est un paquet pour partage. Donc vous avez des métadonnées toujours au niveau du package, et dans les datas, vous retrouvez votre archive, et si vous aviez plusieurs archives, vous aurez les différentes archives, et là on va retrouver dans la partie les métadonnées que nous avons saisies, plus les métadonnées techniques. Alors là je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais ici vous avez toutes des informations techniques, c'est là où c'est auto-documenté, qui permet de lister, et on retrouve tous les histoires de formats qu'on a détectés. Et dans la partie Research Data, on va retrouver le fichier, en fait, la brochure, que je vous invite à prendre avant de partir à l'apéro, qui a été archivé et qui a été disponible. Voilà. Hein? Pour 10 ans, ouais. Voilà. Donc voilà à peu près les deux voyages du chercheur s'il veut soumettre ou s'il veut rechercher. Bon, voilà. On a prévu une session de questions-réponses. Voilà. Donc si vous avez des questions-réponses, je vous invite à les poser. Il y a des personnes avec des micros qui devraient... Voilà. Et un micro, si jamais. Donc Aude. Oui, on ne vous a pas dit, c'est enregistré, si jamais. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation qui était très transparente et très pragmatique et concrète. J'avais une question entre le lien entre Yareta et Holos. Quand Holos sera disponible, quel est le lien? C'est les mêmes offres qui sont faites entre les deux? Quelles sont les différences? Quelles sont les similitudes? Et quand est-ce qu'on pourra utiliser Holos spécifiquement? Merci. Merci pour la question. Donc, comme on l'a dit, Yareta est issu du projet de loi cantonal. Donc, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui est disponible à toutes les autres écoles du canton de Genève. Holos est l'équivalent, mais au niveau national, qui n'est pas encore finalisé, puisque pour nous, c'est un petit peu une première étape aussi de commencer au niveau cantonal pour aller au niveau national. C'est aussi une manière de tester le système. Alors, les différences que je peux citer, c'est que, alors, au niveau infrastructure, c'est toujours DLCM derrière, donc c'est la même technologie. Par contre, au niveau des data centers, ça va changer, parce qu'on veut une solution suisse. Ici, on se base sur l'infrastructure financée par le projet de loi, donc ce sont les data centers qu'on est en train d'acquérir avec des fonds publics du canton de Genève. Donc ça, on ne veut pas y mettre à disposition au niveau national. C'est pour ça qu'on s'associe avec Switch, le CERN et le CSCS pour avoir des data centers au niveau national. Après les fonctionnalités, je dirais que ce sera donc les mêmes. Et puis le calendrier, on vise la fin d'année pour la version disponible nationale, si tout va bien. D'abord, un grand merci pour cette présentation très claire, hein,
très invitante. J'ai peut-être de petites questions concernant les niveaux proposés de confidentialité publique. C'était, je crois, restricted et reserved. Et puis également, une fois que l'archive est soumise, classée comme archivée, est-ce qu'il y a un moyen d'intervenir en ce qui concerne les droits nominatifs des personnes qui ont accès? Merci. Alors, c'est un use case on a implémenté en partie. Donc là, le use case, c'est-à-dire de donner un accès nominativement, individuellement à des archives. Donc c'est le mode close, en fait, où là, la personne demandera l'accès à l'espace de stockage et pourra accéder à ces archives closed, en fait. Voilà. Mais notre priorité, après, on était dans un souci de développement logiciel, on a mis les priorités sur l'open access. Voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on doit renforcer avec le HUG. Si vous avez des bons use cases, je suppose, donc on sera preneur pour pouvoir avoir des pilotes, des use cases pilotes. Voilà. Concernant cette question, une fois que l'archive est soumise, vous savez, dans les institutions, les personnes nominatives changent. Quel conseil est-ce qu'il faut des camps génériques ou il faut plutôt avoir, ce que je ne pense pas que ce soit une bonne solution, ou est-ce qu'il y a la possibilité d'intervenir sur les personnes qui ont accès oui, bien sûr. En fait, en tant qu'administrateur, en tant que manager, on a toujours accès. On peut retirer l'accès ou accéder. Donc ça, c'est la partie, justement, c'est ce que j'ai montré au début. C'est ici, en fait. Donc là, on voit ici, on voit que... Alors, je ne sais pas si... Ici, on voit que, en fait, sur cette organisation, je n'ai pas le droit d'administrer, donc je ne peux pas. Mais par contre, si je vais dans DLCM où je suis le manager, je peux. Et là, on peut retirer à tout moment de la vie. Donc si une personne quitte une institution, on peut faire évoluer. Voilà. Après, aujourd'hui, la seule limitation que je mets là, c'est que c'est par espace de stockage. Après, si la granularité, c'est d'aller au niveau de l'archive, ça, c'est des choses... Ça peut être envisagé, mais ce n'est pas encore prêt pour ça. Si pour un projet, une publication, on a des très grandes quantités de données dans les terabytes, est-ce que c'est encore réaliste pour quelqu'un de réutiliser les données, de pouvoir les vitesses de download? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou ça devient complètement irréaliste? Non, c'est possible, mais en tout cas, c'est peut-être pas à travers un portail web. Voilà. Donc c'est pour ça que là, nous, on a une collaboration avec le CERN et en fait, on voudrait prendre... On travaille notamment avec des protocoles justement d'échange où eux, ils ont cette problématique entre sites et ils ont des projets open source qui sont publics, vous pouvez aller voir, qui s'appellent Web FTS ou Xroute, qui sont utilisés pour les échanges de gros volumes en physique ou en astrophysique. Et donc l'idée, c'est de construire après des serveurs. Alors là, il y a des problématiques peut-être de machines, mais c'est plutôt de construire des serveurs peut-être avec du grid FTP ou des serveurs qui mettent à disposition les datasets qui sont de gros volumes, quoi. Donc, techniquement, il y a des solutions, mais en infrastructure, ça demande peut-être plus de moyens en infrastructure. Voilà. Et puis, pour les soumettre, vous n'allez pas les soumettre comme ça, fichier par fichier. Donc, c'est ce que je vous ai dit. À un moment, il y a des possibilités. On a des outils batch qui peuvent tourner des jours et des jours. Donc, après, ça dépend aussi de la bande passante, voilà, de l'infrastructure réseau. Enfin, il y a plein de problématiques techniques, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Au sujet des durées de conservation, là vous avez choisi 10 ans. Est-ce que c'est lié à des exigences des bailleurs de fonds? Y a-t-il des bonnes pratiques de l'université par rapport à ces durées où on choisit un peu librement? Et est-ce que c'est possible de choisir une durée éternelle? Alors, il y a deux réponses. Il y a deux réponses à votre question. Il y a une réponse technique par rapport à la solution Yareta ou la technologie DLCM. Donc ici, vous pouvez on peut choisir pour un espace de stockage, définir. Donc ici, vous avez les préservations de policiers en anglais. Donc on peut définir d'en avoir une par défaut qui est préconisée par l'institution, c'est 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça.
Et après, on peut très bien en avoir une autre de 5 ans ou forever. Mais ça, après, ça pose des aspects coûts, et c'est là où il y a la deuxième réponse, qui peut-être Pierre pourra compléter, qui est plus au niveau institution et organisationnel. Qu'est-ce qu'on veut implémenter comme politique de préservation? Oui, je voudrais juste compléter. En réalité, quand on demande aux chercheurs quelle est pour eux la durée forever, on va dire, ils nous disent 10 ans. C'est la réponse standard qu'on reçoit. Pour eux, 10 ans, c'est l'infini déjà. Donc c'est pour ça qu'on a mis par défaut 10 ans, mais on a la solution forever. Alors c'est vrai qu'après, alors c'est plutôt au niveau suisse, après pour Holos qu'on on aura ces questions de coûts, de modèles de coûts. Bon, moi ce que j'ai calculé, c'est que si vous mettez 20 ans au forever, en termes de coûts, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a plus, vous avez payé déjà, après 20 ans, vous avez payé l'infrastructure, et si vous la maintenez plus longtemps, ça ne change rien. Donc c'est 20 ans, voire plus, c'est forever, et on peut avoir un modèle de coût, alors ça c'est pas pour Yareta, mais c'est pour Holos, pay once forever. Et c'est appliqué par exemple en Angleterre par la DCC, donc la Data Correlation Center, et ça marche. En fait, vous déterminez le coût par rapport au volume sur 20 ans en fait, et ça vous paye le forever. Donc c'est un modèle de coût qui est utilisé, et j'y crois aussi, parce que la technologie, il y a des sauts technologiques, ce qui fait que dans 20 ans, 1 terabyte, ça va coûter mais rien du tout à maintenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Question ? Oui, visiblement, quand vous déposez des fichiers, ça serait normalement des fichiers qui ont des formats, je dirais, standards et acceptés pour l'archivage. Si c'est des fichiers propriétaires, est-ce que vos outils de validation et de contrôle de ces types de fichiers fonctionnent ou bloquent en fait le dépôt d'archivage? Non, alors il n'y a pas de blocage. Après, si c'est des formats binaires, ça va être catégorisé comme binaire, et c'est du format propriétaire. Après, ça peut être des formats texte, propriétaires mais texte, on va dire. Donc dans ce cas-là, ça sera catégorisé comme texte. Mais il n'y a aucun blocage. Par contre, ce n'est pas une bonne pratique de conserver des données avec des formats propriétaires, parce que si vous avez des formats propriétaires, ça veut dire que derrière, il faudrait avoir le logiciel pour le lire, donc il faudrait aussi préserver le logiciel, et après, il y a les problématiques de licence. Enfin, donc l'idée, c'est plutôt la bonne pratique. Donc là, c'est plus au niveau conseil, c'est d'exporter toujours à des formats le plus ouverts possible vos données. Mais je sais bien que des fois, c'est pas possible. Donc, voilà. En tout cas, on ne bloque pas. On l'a juste complété par rapport à la base de données Prenom, dont Hugues a parlé tout à l'heure, où il y a un numéro de référence que nous, on cite, si le format est reconnu. Si c'est votre format, et puis vous imaginez que vous voulez créer une communauté internationale avec ce format, vous y croyez vraiment, vous pouvez définir dans Prenom ce format. Donc il y a une procédure pour décrire votre format et pour le faire connaître dans la communauté des chercheurs. Et à ce moment-là, il sera reconnu par d'autres systèmes. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, il n'est pas catégorisé. Mais comme j'ai dit au départ, on accepte tout type de format. On n'est pas vraiment dans une démarche puriste archivistique. On essaye de tirer un peu les chercheurs dans cette direction-là, parce qu'on aimerait que dans 10 ou 20 ans, ils puissent relire leurs données. Mais s'ils ne veulent pas, c'est libre à eux. Donc voilà, c'est notre politique, on va dire. Oui, Jérôme. Attends, il y a le micro. J'ai une question plus institutionnelle quant à l'arborescence un peu qui va être donnée pour l'archivage des datas. Elle est assez libre, chacun peut créer son groupe, son sous-groupe. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous pensez qu'il faudra peut-être intervenir ou créer une structure? Est-ce qu'il y a une politique qui était prévue en amont, en aval, ou c'est la belle liberté académique qui va régner sur ce domaine de Yareta? Bon, tu as sûrement déjà lu la politique institutionnelle pour la gestion des données de recherche à l'université. Elle est très vague et très floue et très générale. Elle a été voulue comme ça, pour justement donner vraiment la liberté aux chercheurs. Après, je pense que c'est plus au niveau d'une faculté qu'il faudrait voir si le décanat exige ou pas. Je ne sais pas. Je pense que tu es mieux placé que moi pour le dire.
Mais nous, en tout cas, on n'a aucune directive par rapport à ça, et ces unités organisationnelles sont très flexibles aujourd'hui. On n'a non plus pas voulu interconnecter par rapport à la structure. On a des bases de données de structure de l'université. C'est complexe à maintenir à jour. Et on l'a fait pour l'archive ouverte. Donc, je sais pas, quand tu déposes une publication, là, on applique cette structure officielle. Il faut la maintenir, hein, cette structure, mais on le fait, ok. Mais à un moment donné, on s'est posé la même question pour les groupes de recherche, parce que les groupes de recherche ne sont pas officiellement déclarés dans cette base de données de l'Uni de Genève. Et donc, on a dit quoi? Est-ce qu'on laisse champ libre? Sinon, est-ce qu'on définit que les groupes de recherche peuvent officialiser leur nom? Puis après, il y avait les questions d'orthographe, de trucs. Enfin bref, c'est vite compliqué en fait. On pourrait appliquer cette structure qu'on a utilisée pour l'archive ouverte à IARETA si le rectorat, ou enfin s'il y a une pression pour le faire. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de directive et on veut pas le faire. Mais techniquement, on peut le faire sans problème. Alors le deuxième point, c'est un commentaire. C'est vraiment bien ce que vous avez fait. J'ai un des premiers utilisateurs et je suis ravi de la solution. Merci pour tout votre travail. Voilà. Merci Jérôme pour ton feedback. Merci. J'ai une toute petite question. Vous avez dit qu'on y accède avec les identifiants UNIGE. Est-ce que c'est déjà ouvert au HES? Oui, oui, tout à fait. Avec oui, c'est ouvert. Alors, AI ou... Non, c'est ouvert donc à HES-SO, au Graduate Institute et à l'UNIGE. Mais avec quel identifiant? Avec votre identifiant de HES-SO. AI. Enfin, j'ai pas fait dans la démo parce que j'étais déjà logué, mais si vous voulez, je peux vous montrer. Non, c'est ouvert en tout cas. La seule restriction qu'on a techniquement, c'est que le formulaire de demande d'espace, il n'est pas ouvert aux autres. Donc on a créé un formulaire hôte pour pallier ce manque. Mais au niveau de IARETA, il n'y a aucune restriction. Voilà. Merci. Vous avez parlé des API REST. Est-ce que vous avez de la documentation? Oui. Okay. Je vous l'enverrai. Vous me laissez vos coordonnées et puis je vous enverrai le lien. Parfait. Pas de souci. Donc merci. S'il n'y a pas plus de questions, oui, il y en a encore. Oui, Aude. Oui, alors on a entendu parler de IARETA et de la raison pour laquelle on l'avait nommé comme ça. Par rapport à Holos, pourquoi ce nom-là? Ok. Alors, Holos avec un H en grec veut dire le tout. Mais la marque était déjà déposée. Donc nous avons enlevé le H et j'ai déposé la marque sans H. Et l'idée, c'est que ça veut dire le tout. Et c'est vraiment cette notion d'intégration avec le chercheur. On veut vraiment être voilà, plus large que juste un dépôt institutionnel. Si vous avez encore des questions, on va le faire autour d'un verre. Donc vous êtes tous cordialement invités. Il y a un petit apéritif et on pourra continuer la discussion avec vous. En tout cas, merci pour votre attention. Donc il y a des...